Sunday Night Production. Dans cet épisode, nous parlons d'apprendre à voir plutôt qu'à regarder, d'idées préconçues, de passion qui devient un job, de louper une photo et d'en tirer une leçon, de patience, de s'abstenir de faire des photos sans intérêt, de connaître son appareil photo par cœur, de se fixer des limites, d'avoir beaucoup de cordes à son arc, de revenus passifs, de savoir dire non, de la difficulté à vivre ses rêves, mais surtout, on va parler de la cape d'invisibilité de Harry Potter. Vous êtes tout dans l'œil du photographe. Bienvenue dans ce podcast par un photographe sur une photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil de Valérie Jardin. Bonjour Valérie. Bonjour Julien. Bienvenue. Et j'adore la musique et la petite voix au début et la musique là ça met d'entrain le matin, j'aime bien. On essaye d'avoir quelque chose d'assez identifiable au démarrage. Ouais. On m'a expliqué au tout début des podcasts qu'il fallait que ton podcast démarre toujours exactement de la même manière, Oui. pour que les gens aient un point de repère. Je t'apprends rien, tu as un podcast de ton côté, on va en parler, mais on m'a expliqué ça et je m'y tiens religieusement. Ouais, c'est bien. Bienvenue dans l'œil du photographe. On va faire un petit tour dans ton œil aujourd'hui. Tu connais, je crois, un petit peu le principe de ce podcast. On va commencer par l'elevator pitch. Je rappelle l'idée. Tu as Steve Jobs qui monte dans l'ascenseur avec toi. Tu as quelques étages pour lui expliquer qui tu es, ce que tu fais, qu'est-ce que tu lui dis. J'espère qu'on a beaucoup d'étages. Je commencerai par lui dire que moi je suis dans le business de donner de l'inspiration et de la vision. En fait, c'est tout simple, c'est tout bête, mais tout ce que je fais c'est autour de la photo et de l'enseignement en fait de la photo. Vraiment, j'enseigne aux gens à voir et pas juste à regarder. Et dans toutes les facettes de mon activité. Principalement, j'enseigne des stages dans le monde entier, enfin principalement en Amérique du Nord et en Europe, mais mes stages m'ont déjà emmené jusqu'en Australie. Et puis j'écris, j'enseigne en ligne en ce moment surtout à cause de la pandémie. Et puis j'ai un podcast depuis de nombreuses années et je présente dans des conférences. Enfin vraiment, c'est I live and breathe in pixels. Voilà. Alors, tu as pas précisé ta spécialité, je fais les guillemets. Oui, c'est-à-dire que j'aime pas en fait. C'est comme un acteur qui est typecasted, tu vois, on va toujours l'engager pour la même chose. Moi, je suis reconnue pour ma photo documentaire ou photo de rue. J'aime pas tellement le terme photo de rue, mais bon, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et les gens viennent en stage avec moi pour ça principalement. Alors que bon, ça, c'est vrai que si on m'envoyait dans une île avec juste un appareil photo et juste un style de photo, sur une île déserte, j'aurais du mal. Mais en fait, moi, c'est vraiment la photo de rue. J'aime les gens, j'aime l'humanité. Donc, c'est ces moments de la vie quotidienne c'est ça qui me plaît. J'adore voir la vie dans la rue. Mais j'aime aussi la photo contemplative. J'aime plein de choses en fait. Mais ouais. C'est principalement la photo documentaire ou photo de rue qu'on peut faire sur la plage aussi. J'avais complété ce que tu allais dire. Sur une île déserte, il faut être très très doué pour faire de la photo de rue. Oui, j'allais dire, je vais vraiment m'ennuyer. Je vais faire que des selfies. Ça peut être une solution. Donc tu l'as dit également en intro, tu as un podcast donc en anglais. Oui. Tu as fait des livres en anglais, tu as fait beaucoup de choses. Enfin, tu fais tout en anglais en fait. Pourquoi une Française fait tout en anglais? J'habite aux États-Unis depuis un peu plus de la moitié de ma vie maintenant. Et puis mon public est en grande partie anglophone. C'est là que j'ai démarré en fait. Et j'ai travaillé comme photographe commercial pendant plusieurs années avant de me lancer dans l'enseignement. Donc mon langage de photographie c'est l'anglais. J'ai commencé à photographier ici. Et d'ailleurs parler photo en français, pour moi, c'est pas facile. C'est pas ma langue maternelle de photographe, si je puis dire. C'est ma langue maternelle, mais pas de photographe. Mais c'est quelque chose, je crois, qu'on retrouve chez pas mal de jeunes photographes aussi. C'est ce côté où tout est en anglais, justement, parce qu'on apprend tous maintenant en ligne, sur YouTube, plein de choses, sur les réseaux sociaux.
C'est vrai. Et que ça s'est très internationalisé. Tu prends les domaines de la photographie de mariage, tu vois, enfin tous les gros aujourd'hui ont fait des stages avec les plus grands au niveau international. Et finalement, on parle tous anglais en photo maintenant. Ouais, c'est vrai. Et en parlant de stage, justement, moi, je peux avoir huit stagiaires de 8 pays différents dans un stage. Donc, évidemment, ça va être en anglais. Et quand des fois, j'ai des Parisiens à Paris. D'ailleurs, j'adore avoir des locaux. Ouais, des locaux, j'adore. Et bon, évidemment, on parle français entre nous quand on a un moment ensemble. Mais bon, l'enseignement en général, il est fait en anglais. Et c'est vrai que je trouve que c'est rare en fait qu'il y ait le barrage de la langue en règle générale l'anglais. Je crois que les photographes ils sont bien mis à l'anglais en fait. Tout le monde s'y est mis. Et puis en fait les termes techniques sont assez proches. Et comme moi c'est pas de la technique, moi c'est vraiment c'est de la vision que j'enseigne. Donc ça va. Ouais, ça va. Tu peux le faire en toutes les langues. Si on parle de ta philosophie photo, est-ce que tu as des photographes, des livres, des photos préférées qui t'inspirent plus que les autres ? Alors moi, ce qui m'inspire le plus, en fait, c'est la vie. C'est la vie. C'est d'être dans la rue. C'est ça qui m'inspire. Donc, je suis pas vraiment. J'essaye pas d'être dans un moule. Je pars avec mon appareil photo sans aucune idée préconçue, sans avoir. Je recherche pas une photo. Je laisse la vie en fait me surprendre. Mais bien sûr, bon, j'ai grandi avec des photos de Doisneau au mur, comme tout le monde, avec les calendriers Doisneau. On a toujours en France. Pas tout le monde, mais beaucoup de gens connaissent ces images. Après, les avoir eues sur le mur, c'est pas tout le monde, si. Oh, moi, je crois que si. C'était moi tous les ans, j'avais mon calendrier Doisneau pour Noël, entre autres, et sans jamais penser m'y mettre moi-même. C'était vraiment, ça faisait partie de ma culture. Je crois qu'on est un peu le produit de son environnement quelque part. Donc, j'habite aux États-Unis, pourtant j'ai un œil très français. Et je suis inspirée tous les jours parce que je vois sur Instagram, par exemple, de photographes absolument pas connus, plus sûrement que des photographes très connus, en fait. Bah, des fois, les photographes pas connus sont meilleurs que les photographes très connus. Ouais, c'est comme professionnel et amateur. Ça veut rien dire professionnel. Bah, professionnel. D'ailleurs, je crois que c'est toi qui l'as écrit. Je crois que je l'ai lu. J'allais dire, je l'ai lu quelque part, mais je crois que c'est sur ton blog. Tu disais un professionnel, c'est pas forcément le talent photographique, c'est le talent de bien se vendre. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et professionnel, c'est travailler pour les autres. Amateur, c'est travailler pour soi. Et moi, maintenant, je suis redevenue, en fait, quote unquote, comme on dit, amateur, parce que je travaille que pour moi. Après avoir travaillé pour des clients pendant des années, mais il y a rien de mieux que de travailler pour soi. C'est du bonheur. Et d'ailleurs, je trouve aussi que les photographes professionnels oublient souvent ça et oublient de travailler pour eux-mêmes, oublient de faire des projets personnels qui sont tellement importants. Et moi, je suis passée par là, après avoir travaillé pour des clients pendant des années et passé tout mon temps à faire de l'editing de photos de clients. À un moment donné, j'avais même plus envie de partir, de sortir avec mon appareil photo, rien que pour moi, parce que j'avais pas envie de regarder d'autres photos. Et c'est là que j'ai commencé à travailler sur des projets personnels qui m'ont mené à ce que je fais aujourd'hui à plein temps, en fait. Donc, et parce qu'on oublie, une fois que la passion devient un job, on oublie la raison pour laquelle c'était une passion au tout début. Donc, je crois qu'il faut continuer à travailler pour soi. Donc du coup, toi aujourd'hui, tu es une amateur heureuse. C'est plus enviable d'être amateur libre et heureuse que professionnelle qui bosse pour les autres ? Ah ben moi oui, j'ai jamais regretté. J'adorais ce que je faisais en photo. J'ai touché à tout pendant une dizaine d'années et j'ai appris plein de choses. Et j'ai adoré travailler principalement avec des designers, des architectes, des constructeurs. J'ai fait pas mal de photos d'architecture, des designs. J'ai travaillé aussi avec des restaurants. J'ai fait de la photo de plats pour leur site web, pour leurs plaquettes, tout ça. T'as touché à passionnant. Tout, en fait. J'ai touché à tout. J'ai même fait quelques mariages avant de passer au numérique. Et bon, c'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on apprend ce qu'on n'aime pas. Déjà, ça, c'est très important. C'est plus important, je crois. Et puis du jour où je faisais de la photo de rue, en fait, sans le savoir vraiment. Et
On va dire, mais c'est bien ce que tu fais, tu devrais l'enseigner. Et puis un jour, j'ai décidé j'ai pas commencé par le plus facile. J'aurais pu dire, oh, je vais faire un stage d'une journée ici. J'habite à Minneapolis. Non, moi, c'était un stage d'une semaine, tout compris, hôtel, restaurant, enseignement, tout, pendant une semaine à Paris. Et il s'est vendu, il s'est rempli. D'ailleurs, j'avais une liste d'attente pour mon premier stage, ce qui est assez incroyable, surtout que j'avais pas tant de gens qui me suivaient sur les réseaux sociaux. Je venais juste de commencer j'étais pas sur Instagram, j'avais juste Facebook, mais avec, je sais pas, 1000 personnes. Ça suffit pas 1000 personnes, hein, sur Facebook pour vendre des stages. Mais bon, j'ai commencé comme ça. Et puis, de bouche à oreille, l'année suivante, j'en ai fait 9 quand même. Et ça m'a amené, au bout d'un an, j'étais déjà en Australie à enseigner, j'avais un public un peu partout. Donc, très rapidement, j'ai laissé complètement tomber mes clients. Petit à petit, je leur ai dit, ouais, ça y est, c'est la dernière fois que je travaille pour vous. Et ça m'a jamais manqué, mais c'était de gagner ma vie en travaillant pour moi, en faisant de la photo qui me faisait plaisir à moi, sans penser à faire plaisir à quelqu'un d'autre. Les gens aiment, ils aiment pas, j'en ai rien à faire. Apparemment, il y a beaucoup de gens qui aiment et qui viennent et qui reviennent dans mes stages pour apprendre avec moi. Mais ça libère, mais c'est incroyable. Alors, c'est peut-être, justement, je rebondis sur ce que tu dis, c'est peut-être un des effets bénéfiques du confinement que les gens ne voient pas forcément au premier abord. C'est que, effectivement, tout s'est arrêté, mais tout s'est arrêté et c'est peut-être pas forcément une mauvaise chose, des fois, d'être obligé de s'arrêter, de se poser la question de ce qu'on est en train de faire. C'est vrai. Moi, les toi, stages ça s'est peut-être pas présenté beaucoup, comme ça, donc, mais... Ouais. Mais d'un autre c'est une côté, remise en il y a question. plein de gens qui travaillent, qui font des projets pour eux. Toi, j'ai vu que tu te remettais sur Instagram, tu prends ton appareil et puis tous les moments que tu as dans la rue, c'est quelque chose que tu ferais peut-être pas si tu étais en pleine activité, par exemple. Donc je pense que je peux te confirmer que sur une période normale, j'aurais jamais le temps de faire quelque chose comme ça, surtout avec le podcast maintenant. Je pourrais pas me permettre de sortir 1 heure par jour pour faire des photos dans la rue. Ça, c'est une vraie certitude. Mais justement, c'est pour ça que je te dis ça, en fait, c'est que des fois, se remettre à plat et peut-être ne plus être dans l'obligation permanente de rendre quelque chose de précis et de commander à quelqu'un qui l'attend, ça te libère pour faire des choses. Je te l'ai raconté avant qu'on enregistre, je vais raconter aux auditeurs. Ça fait effectivement quelques jours que je fais de la street photographie pour moi, 1 heure par jour. C'est mon heure de promenade pendant le reconfinement. Et aujourd'hui, j'ai un copain qui m'a appelé juste avant que je sorte et qui m'a dit c'est bien, tu reprends. Bon, ça fait longtemps que tu n'as pas fait. On voit que tu as un peu de mal à t'approcher des gens. Donc, je me suis approché des gens. Je me suis complètement planté aujourd'hui. Mais j'ai fait que de la merde. Hein. Enfin, toutes mes photos aujourd'hui sont sans intérêt. Et je me demande même ce que je vais pouvoir poster aujourd'hui alors que je me suis engagé à le faire tous les jours. Mais en même temps, de me dire c'est raté, mais j'ai essayé des choses. Et peut-être que demain, je raterai la même chose encore une fois, mais peut-être que demain, je réussirai ou après-demain, on va savoir. Mais savoir qu'il n'y a pas quelqu'un qui m'attend avec un fouet derrière pour avoir un résultat sûr et certain, finalement, c'est assez libérateur parce que ça m'a permis de tenter quelque chose comme ça. C'est absolument. Et t'as appris quelque chose. Je dis souvent ça à mes stagiaires d'ailleurs parce que j'entends ça à longueur de journée. Oh, j'ai vu cette lumière et puis ce sujet qui passait, c'était magnifique, mais je l'ai loupé. Je dis non, tu l'as pas loupé. T'as loupé la photo, mais tu l'as vue. Et ça, c'est plus que 99,9% de la population. Donc, tu as appris quelque chose en remarquant ce moment, cette lumière magnifique, ce sujet magnifique. T'as pas réussi à déclencher au moment. Ça, c'est pas la même chose. Tu as appris quelque chose et tu as vu quelque chose. Et là, tu as appris, en fait. Donc, il y a loupé et loupé. Voilà. Il y a ce que tu as vu et t'es quand même passé à côté, mais tu as quand même appris quelque chose finalement. Voilà, exactement. C'est une bonne leçon. Si je te demande ce qui te fait déclencher, qu'est-ce qui fait pour toi une bonne photo? Alors j'allais dire une bonne photo de rue, mais je sais que tu n'aimes pas le terme. Une bonne photo documentaire, qu'est-ce qui fait qu'elle est réussie? Moi, je suis à la recherche vraiment du moment, de la beauté dans la rue. Je suis pas à la recherche du ridicule ou du moment de crise. Je suis pas je suis pas journaliste, je suis pas paparazzo. Je cherche vraiment la beauté de tous les jours. Alors des fois, ça va être
ça dépend de mon humeur déjà. Moi, l'humeur du jour se reflète complètement sur la photo que je vais faire dans la journée. Il y a des jours où je vais être un peu plus minimaliste, où je vais isoler un sujet dans une belle architecture, par exemple. Il y a des jours où je vais vraiment jouer avec la lumière et faire des silhouettes. Il y a des jours où je vais vraiment m'approcher des gens, presque à les toucher. Ça dépend vraiment de la lumière aussi, et puis de mon humeur. Si je devais reformuler, tu dirais que tu es plus esthétique que de situation? Peut-être, ça dépend des jours par contre. Ouais, ça dépend des jours. Mais oui, je suis pas ce qu'on appelle in your face. J'aime pas provoquer parce que je fais aux autres ce qu'on pourrait faire si j'étais le sujet, ça me gênerait pas. Donc je vais pas aller surprendre quelqu'un et les prendre en gros plan. Tu vas pas faire ton Gary Winogrand qui se jetait dans les visages des gens. Oui, et plein d'autres. Et ça peut faire de super photos. Mais c'est pas ma personnalité, c'est pas mon genre. Donc ça reflète vraiment la personnalité du photographe. Hein. Peut-être tu t'exprimerais moins bien de cette manière-là finalement. Moi, j'aime bien. C'est ce que je fais, c'est beaucoup plus. C'est vraiment dans le respect. Respect vraiment, c'est la seule règle à mon avis, c'est le respect. Après, photo de rue, ça peut être plein de choses. À partir du moment où il y a un être humain ou l'idée d'humanité. Mais si c'est de l'architecture, c'est de l'architecture, c'est plus de la photo de rue, voilà. Donc c'est pour ça que la photo de rue, c'est trop vague. Ça peut, moi j'ai fait depuis le début de la pandémie, je vais pratiquement plus dans la rue. J'ai fait des photos. J'habite, on a des lacs partout dans le Minnesota, donc j'ai fait principalement de la photo sur les plages parce que je trouve que la vie était un peu plus normale sur les plages. Les gens déjà n'avaient pas de masque, il y avait des sourires, les enfants jouaient. Donc moi, j'avais besoin de ça. Et puis je passe beaucoup de temps en France et notamment en Normandie. Et j'y suis allée plusieurs fois pendant la pandémie puisque je suis française. J'habite aux États-Unis, mais je suis française, donc j'ai jamais eu les restrictions. J'ai passé tout mon temps à me balader sur la plage avec mon appareil photo, justement pour retrouver un semblant de normal. Et donc voilà, ça peut être aussi la photo de rue, elle peut être n'importe où du moment qu'il y a des gens. Il n'y a pas besoin que ce soit une grande ville non plus. D'où ta formulation de photo documentaire plutôt que de photo de rue. Oui, je préfère. Ouais. C'est plus logique de ce point de vue. Alors justement, si on parle de ta photographie, moi, ce que j'ai vu en visitant ton site et en regardant ce que tu fais, c'est qu'il y a, alors j'allais dire beaucoup de revisites de classiques de la street photographie, mais je pense que c'est pas la bonne façon de le dire. Tu as des thèmes qui sont récurrents en street photographie, en photo documentaire. Je me suis demandé à un moment s'il y avait une influence en fait de ceux qui t'ont précédé, qui avaient joué dedans, par exemple, tu sais, ces photos à contre-jour avec le soleil, des gens qui limite sautent dans la rue, de l'escalier, hélicoïdal. Il y a des thèmes qui reviennent toujours finalement. Est-ce que tu as une influence des gens qui t'ont précédé ou est-ce que finalement c'est toi qui vois ça et qui le fait comme eux l'ont fait à l'époque? Ouais, non, je suis vraiment, comme je te dis, je suis influencée par la vie de tous les jours. Je vois un escalier qui peut résister à un escalier. Quand on est photographe, tu sais, un bel escalier, on peut y passer la journée. Donc, non, je suis très difficile. Moi, je vais pas photographier le premier sujet qui va passer. Je suis pas une personne très patiente, sauf pour l'enseignement et la photo. Et par contre, au volant, je suis pas du tout patiente, par exemple, tu vois. Donc, je suis très française pour ça. Mais donc, si je vois une belle lumière ou un bel escalier, je vais attendre la personne idéale. Je préfère pas du tout appuyer sur le déclencheur que de gâcher une photo avec quelqu'un qui a aucun intérêt. D'ailleurs, je trouve que c'est ça le problème de la photo de rue. C'est devenu tellement populaire, mais
c'est un peu de tout et n'importe quoi. Il faut, il y a des sujets il y a des gens qui sont pas intéressants, hein, disons-le. Donc, par contre, il faut toujours avoir. Moi, quand je vois un endroit, une lumière, une belle lumière, j'imagine toujours le sujet le plus fort qui peut passer dans cette lumière ou dans qui peut descendre cet escalier. Et je vais pas dire oh ben non, ça fait 10 minutes, j'en ai marre, je vais là voilà quelqu'un qui passe, je vais prendre en photo. Non, je préfère pas prendre ma photo que de prendre la photo de quelqu'un qui en vaut pas la peine. Donc et on a tous une esthétique différente. Pour moi, je suis à Paris, j'ai toujours quand je suis à Paris, je vais photographier des Parisiens. Je suis à Rome, je vais photographier des Italiens, je vais pas photographier des touristes, par exemple. Ouais. Donc voilà. Tu restes logique. Alors c'est une autre chose que j'ai remarqué dans tes photos, c'est qu'elles sont assez intemporelles. Notamment, tu as des noirs et blancs qui auraient pu avoir été faits il y a 70 ans, quoi. Tu les mets à côté de photos de l'époque, et je suis pas sûr qu'on peut facilement dire laquelle est la plus récente. Et justement, tu dirais que c'est finalement ta méthodologie qui est la même qu'à l'époque. Enfin, la bonne manière de faire une photo n'a pas changé. Je suis attirée par des sujets, de beaux sujets qui n'ont pas le nez sur leur téléphone, par exemple. Moi, quelqu'un qui a le nez sur le téléphone, je vais jamais le prendre en photo, ça m'intéresse pas. Ou je vais contourner la situation. J'ai eu une photo, par exemple, d'un homme très bien habillé, chapeau, devant une très belle architecture. Et de nuit, en plus, ça fait très film noir, mais il était sur son téléphone. Je dis, non, ça gâche tout. Donc, j'ai contourné la situation et je l'ai pris presque de dos, en fait. On voit un petit peu sa joue, mais, et là, ça m'a fait une belle photo. Mais alors, le téléphone, ça m'intéressait pas. Donc, on a ce côté-là en photo de rue. Je trouve que on cherche tous ce moment un peu intemporel. Mais il y a d'autres moments où c'est important d'avoir un peu de détails, parce que il y a le côté historique de la photo de rue qui est quand même intéressant. Dans 50 ans, certaines de mes photos, on va pouvoir les dater à cause des voitures, tout ça. Mais c'est pas ce que je recherche principalement. Moi, je préfère le côté intemporel. Mais c'est pour ça que t'aimes pas les masques dans la rue, par exemple, et que tu vas à la plage où les gens n'ont pas de masque, hein, parce que t'as pas envie. Ça, je crois que c'était plutôt pour me protéger moi, parce que j'habite aux États-Unis, à Minneapolis, où on met des masques depuis qu'on peut en avoir. D'ailleurs, je me rappelle au mois de mars, il y avait pas de masques. Au mois d'avril, on commençait à les faire, et puis finalement, on a réussi à en avoir sur Amazon. Mais donc ça fait quand même des mois et des mois qu'on met un masque partout où on va, où on voit des gens masqués tout le temps. Moi, ça commence à me stresser. Donc pour ma photo, j'ai envie de retrouver une vie normale. C'est pour ça que je vais dans des endroits où les gens sont pas masqués comme la plage. C'est pas parce que je trouve qu'il faut pas les mettre. Au contraire, je suis très pro masque, mais bon pour ma photo. Sortir, quoi. Ouais, c'est pas intéressant. Et bon, c'est vrai qu'au début, on dit il faut photographier ça, il faut documenter ça, c'est quelque chose qui est tellement unique. Oui, je sais, mais à mon avis, on n'a pas besoin de photos pour se souvenir de l'année 2020. Hein. Enfin bon, peut-être c'est moi, clair. mais oui, puis tout le monde l'aura fait finalement. Donc est-ce que finalement tu arriveras à faire ressortir quelque chose comme ça, alors que finalement il y a d'autres choses à faire, et c'est peut-être ça l'originalité. Ouais. C'est vrai que j'avais noté aussi dans les exemples de classiques en fait de la photo, t'as toute une série sur les chiens dans la rue. Oui, j'adore les chiens. Qui m'a fait penser à Elliott Erwitt. Alors, qui m'a fait penser à Elliott Erwitt. Ça m'a fait penser à Elliott Erwitt parce qu'Elliott Erwitt est connu pour ça, pour avoir fait ces photos-là. Après, t'as une approche qui n'est pas la même que lui. Y a pas. Je pense que le point commun, en fait, c'est le sujet plus que le. C'est le sujet, mais je crois que tous les photographes documentaires ont une série sur les chiens, ou presque. Moi, j'ai plein d'amis photographes, qui soient européens, américains, australiens, qui ont plein de photos de chiens. Je crois que ça, c'est plus parce que j'aime les chiens. Ouais.
que d'ailleurs j'en ai fait un livre et parce que j'adore les chiens. Mais oui, en effet, Elliot Erwitt, son travail avec les chiens, c'est magnifique et tellement connu. Mais on peut pas de toute façon, on sera jamais dans la même situation. Donc, ouais, tu peux pas refaire, tu peux imiter, mais tu pourras jamais faire la même chose que lui. Tu peux être dans sa continuité, dans le meilleur des cas, sur un très bon jour, quoi. Oui, puis je crois que c'est même pas. Moi, j'aimerais pas essayer de refaire. En fait, si on part avec une idée, une image dans la tête, ça veut dire que c'est l'image de quelqu'un d'autre. Ouais. Donc, ça restera toujours l'image de quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'il faut toujours partir sans idée préconçue et laisser la rue nous surprendre. Donc, moi, je vais voir un chien rigolo, je vais le prendre en photo, mais jamais je vais essayer de recréer l'image de quelqu'un d'autre. Mais il y a des gens qui le font et je trouve que c'est une erreur parce que ça reste l'image de quelqu'un d'autre. D'accord, parce qu'on te dit souvent qu'il faut d'abord imiter pour s'approprier la façon de travailler des autres et peut-être justement faire quelque chose de personnel. Toi, tu prends le contre-pied de ça en fait. C'est-à-dire que moi j'enseigne, donc quand je suis avec un stagiaire à côté de moi, je lui fais voir, voilà, il y a une super silhouette là, il y a un sunburst, donc l'effet étoile là, donc faut pas bouger. Maintenant, faut attendre que quelqu'un passe. Donc non, évidemment, mes stagiaires ils imitent ce que je fais, c'est normal. D'ailleurs, je le souhaite. Mais une fois qu'ils ont qu'ils comprennent la technique, après ça, ils vont faire quelque chose à eux. Donc, je leur donne les outils, en fait. Mais eux viennent vers toi pour apprendre. Voilà, ils viennent vers moi pour apprendre. Je leur donne les outils qu'il leur faut ensuite pour fabriquer quelque chose bien à eux. Et je le vois parce qu'ils viennent souvent d'année en année. J'ai plein de stagiaires qui viennent tous les ans ou même plusieurs fois par an depuis 10 ans dans des pays différents qui me retrouvent et je vois leur travail qui se transforme. Mais un travail, ça se transforme toute sa vie. Si c'était statique, ce serait pas intéressant. On apprend tout le temps. Ta meilleure photo, c'est pas celle que t'as fait la semaine dernière, c'est celle que tu vas faire dans un an, dans 10 ans, on sait pas. On apprend toujours, on n'est jamais arrivé, et heureusement d'ailleurs. Toi, tu leur apprends à penser par eux-mêmes, tu leur apprends pas de la technique en fait. Bah, je leur apprends les techniques, je leur donne les outils nécessaires. Après, eux d'en faire leur propre histoire. Alors justement, puisqu'on parle d'histoire, sur ton site, tu parles énormément de storytelling. D'ailleurs, je crois que c'est même dans ta présentation. Chasing Light, Telling Stories. Donc, tu parles plus de photos documentaires que de street photographie. La question que ça m'évoque, c'est est-ce qu'il y a une continuité dans ton travail et en fait, quelle est la part du hasard de la vie en fait dans ton travail? Parce que tu dis je sors et je cherche la beauté. En même temps, il y a quand même des thèmes récurrents qui reviennent régulièrement. Oui, et je trouve que c'est important d'avoir... comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai plusieurs séries. J'ai des séries sur les mains, d'ailleurs, et là, je suis très près des gens parce que je photographie à 23 mm, qui est l'équivalent de 35. Donc, je suis très proche. J'utilise un Fujifilm X100V. Et donc, je suis toujours au grand angle et photographier les mains des gens. Les mains, c'est beau, les mains, ça raconte une histoire. J'ai une série sur les chiens, j'ai une série sur les gens qui lisent des livres, des vrais livres. J'ai plein de choses. J'ai une série sur les cafés, les chaises de café. Enfin, je crois que c'est important parce qu'il y a des jours où on n'a pas envie de sortir. Et là, on se dit, tiens, aujourd'hui, je vais faire que des silhouettes, ou je vais chercher des silhouettes. Mais cela dit, je trouve que c'est vraiment plus le bazar. Il y a des photographes, si on regarde leur Instagram, on va voir, ça va être toujours un peu la même chose. C'est que des silhouettes, c'est très, très sombre et tout ça. J'aime bien faire ça, mais il y a des jours où j'ai pas envie de faire ça. Il y a des jours où j'ai envie de m'amuser. Je vais faire même peut-être un portrait de rue, ou je vais avoir une conversation avec quelqu'un, où je vais faire de la couleur et ça va être de l'humour. Donc moi j'aime bien me laisser transporter. J'aime pas faire toujours un peu le même style de photo. Ça m'intéresse pas. Voilà. Moi c'est complètement spontané. On en revient à ce que tu disais tout à l'heure, tu pars pas avec une idée préconçue de ce que tu vas faire dans ta sortie de la journée.
Si je rebondis sur ce que tu disais, tu parlais de prendre les gens de près, de prendre les mains. Tu interagis avec les gens ou t'arrives comme ça et tu fais la photo et après tu discutes avec eux. Enfin, c'est quoi ton interaction avec les gens quand tu es très très proche comme ça? Généralement, je suis complètement invisible. J'ai appris et j'enseigne à devenir invisible, en fait. C'est comme dans Harry Potter, je mets ma cape, tu sais, d'invisibilité. Non, mais on apprend ça dans la rue. Mon appareil photo, je le connais tellement bien que je le mets jamais je le mets jamais devant mon visage. J'arrive à l'utiliser de façon plus dynamique, à des hauteurs différentes, par exemple. Et puis aussi de moins. C'est pas en fait pour me cacher. C'est pas pour me cacher, c'est pour ne pas déranger le moment qui a attiré mon attention. Parce que si la personne s'aperçoit que je suis en train de les photographier, le moment est parti déjà. Ils sont pas, ça les intéresse plus. Ça, je veux dire, la photo ne m'intéresse plus. Le moment est passé. Donc le but, c'est de prendre la photo avant que le moment soit changé. Donc, c'est pour ça qu'il faut être invisible. Il y a des fois où la personne va me demander « Oh, vous venez de me prendre en photo ?» Et je dis « Oui, absolument, le moment est magnifique, la lumière est belle ou votre manteau rouge est magnifique. » Les gens sont heureux, hein, n'importe où dans le monde. On leur fait un compliment, c'est très très rare que la personne dise ah non vous m'effacez ça tout de suite. Non, moi ça m'est pas arrivé et franchement au contraire. Souvent, je donne une carte de visite. Je dis contactez-moi, je vous envoie la photo, ça me fera plaisir. C'est très rare. 99,9% de mes photos, les gens savent pas que je les ai photographiées. Je suis déjà partie, ils m'ont pas vu. Mais si ça arrive, ça me dérange pas du tout. Je fais rien de mal en fait. C'est rigolo parce que ce que tu dis là, ça me fait penser à quelque chose auquel je pensais tout à l'heure quand je faisais cette fameuse sortie photo complètement ratée, où je me demandais pourquoi j'arrivais pas à me positionner par rapport aux gens et à les photographier naturellement et spontanément. Et je me suis rendu compte d'une chose bête, qui est que je considérais que la situation n'était pas normale. Et donc, du coup, moi, je n'étais pas normal. En fait, il n'y a pas de normalité dans ma situation parce que je considère qu'elle n'est pas normale. Et du coup, les gens en face de moi ne peuvent pas considérer que je suis à ma place, que je suis légitime à faire une photo, puis si moi, je n'arrive pas à le prendre en compte, en fait. Et ce que tu es en train d'expliquer, si je le reformule, c'est ça, c'est que quelque part, ta normalité à toi, c'est d'être là, de faire la photo, de capturer ce beau moment. Et que finalement, dans ton esprit, tu leur rends un service, ces gens-là. Tout à fait, ouais, voilà, je crois que c'est... Et il faut être à l'aise, il faut déjà respirer, il faut vraiment être à l'aise avec ce qu'on fait, en fait. Et ça peut demander du temps. Et puis, on n'a pas besoin d'être tout près non plus pour démarrer. Il y a des gens qui commencent, ils peuvent être un peu... Bon, ils vont pas être derrière à 300 mm non plus, ça c'est plus de la photo de rue. Et je trouve que c'est encore plus gênant de se cacher derrière un objectif. Ouais. Enfin, je trouve vis-à-vis du sujet, c'est plus un manque de respect de se cacher derrière un objectif, derrière un 200-300 mm, que d'être tout près. Et d'ailleurs, on n'a pas du tout la même photo non plus. Hein. La photo de rue, ça se fait avec un 35-50 mm. Mais bon, admettons, on n'a pas besoin d'être... J'ai pas commencé non plus avec un 23 mm, il y a des années. J'étais un peu plus loin. Et puis, il faut être à l'aise et se dire que ce que je fais, c'est important. Voilà, parce que je le fais bien, je le fais avec respect, parce qu'il y a plein de gens qui font de la photo de rue, qui manquent de respect à leur sujet ou il y a même des confrontations. Je trouve ça vraiment terrible et c'est très mauvais pour le genre de ce genre de photographie qui est si important et si beau en fait. C'est pour ça qu'il faut le faire bien et dans le respect. Et moi, dans mes photos, franchement, je crois que personne pourrait dire oh là là, je suis dans cette photo, mais alors mon Dieu, non, je veux pas. Non, parce que je trouve que c'est des moments, même si c'est de l'humour, c'est toujours de l'humour, mais c'est assez subtil. C'est pas du gros humour. Il est ridicule. Non, jamais. Tu vois, ça c'est trop facile à la limite. L'humour dans la photographie, il doit être assez subtil. C'est plus difficile, mais c'est ça en fait qui est important.
Voilà. Je voudrais qu'on parle d'une image en particulier, qui est une image que j'ai vue sur ton site, qui est un couple sur la plage. Ils sont en train de s'embrasser, elle lui met une main aux fesses, je crois sous le maillot. Comment on s'approche des gens comme ça? C'est quoi leur réaction? Justement, tu parlais d'être invisible. Est-ce que déjà ils t'ont vu? Et est-ce que tu peux nous en dire plus en fait sur les circonstances dans lesquelles tu as fait cette image-là? Qu'on postera Non, ils dans m'ont pas l'article. vu. C'était une plage assez bondée. On n'a pas l'impression parce que j'étais vraiment très très proche d'eux quand j'ai pris la photo. Mais il y avait, j'ai pratiquement dû passer par-dessus d'autres gens qui étaient allongés sur la plage pour y arriver. Je les ai vus de loin. Et puis j'ai dit que j'ai trouvé le moment tellement beau. Je me suis approchée et je savais que j'avais juste droit à un déclenchement. Hein, j'allais pas me mettre en rafale, j'allais pas m'arrêter. Donc je suis passée très lentement, assez proche d'eux. L'appareil photo assez bas évidemment puisque j'allais sûrement pas en plus m'arrêter puis mettre l'appareil photo devant mon visage. Pas pour eux parce comme tu le vois, ils sont loin de se soucier de ce qui se passe autour d'eux. C'est clair. Mais vis-à-vis des gens qui étaient autour aussi, je veux pas non plus avoir l'impression d'être le creepy photographer comme on dit en anglais. Donc j'ai ralenti légèrement, j'ai appuyé sur le déclencheur et j'ai continué à marcher. Donc vraiment ni vu ni connu parce que le moment était tellement beau. S'il m'avait vu, il y avait plus de photos. Donc c'était. Donc tu l'as faite à l'aveugle finalement cette photo-là. Ah ben je l'ai prise, oui. Et c'est pour ça que de travailler avec une longueur focale qui est toujours la même, on apprend à voir comme ça. Donc on peut j'apprends à faire de la photo sans même regarder mon écran derrière. C'est tout l'intérêt de connaître son appareil par cœur. Ouais. C'est ça Shooting aussi. blind, ouais. C'est que tu sais exactement ce que l'image va donner. Voilà, il faut que l'appareil aussi devienne une extension de ta vision, qu'il soit pas faut que je change mes réglages, tout ça. Non, ça doit devenir complètement naturel. En fait, ça fait partie de ta vision. D'où l'intérêt aussi de garder le même appareil longtemps. Voilà, moi j'ai toujours le même, c'est pas le même modèle puisque je suis un ex-photographer pour Fujifilm USA, donc j'ai toujours les derniers modèles, mais c'est toujours le même en fait. C'est depuis le début, il y a 7 ans. C'est la même prise en main, c'est à l'X100 depuis le premier modèle, quoi. Voilà, ouais, là, la seule différence, c'est que le dernier modèle, là, il a l'écran inclinable que les autres n'avaient pas. Qui manquait cruellement aux anciens. Ah, moi, je trouve pas, mais bon, je pourrais parler de ça pendant 1 heure, mais maintenant que je l'ai, c'est vrai que je m'en sers. On peut avoir des longs débats sur les écrans, leur absence. On peut parler du X Pro 3 et du fait qu'il n'y a pas d'écran et que je trouve ça génial et que je pense qu'ils auraient même dû aller plus loin et faire un mode où tu n'as que 32 photos à faire et point. Voilà. Et ça aurait été ça peut être un très long débat de puristes ou de gens qui veulent se mettre absolument des limites, mais les limites finalement aident aussi à se dépasser. Ah, tout à fait. C'est quelque chose que je conseille toujours à mes élèves, c'est de se limiter. Il n'y a pas besoin d'avoir un appareil, de mettre une pellicule pour se limiter à 36, à 36 prises de vue. On peut le faire avec un appareil numérique tout pareil. Ouais. Et c'est vrai que plus on se met de limites, mieux on travaille, ça c'est sûr. Je trouve que le numérique a rendu les photographes assez paresseux. C'est une réflexion que je me faisais il n'y a pas longtemps justement. C'est vrai qu'on a tendance en numérique à faire des milliers et des milliers de photos sur un événement, alors que finalement un photographe de mariage avant, il avait 3-4 pellicules dans son sac, et puis il devait faire une centaine de photos. Sur les 100 photos, il devait en avoir 40-50 qui étaient bien, dont la photo de couple, et puis il n'avait aucun moyen de vérifier qu'il s'était pas planté. D'ailleurs, il y a un épisode précédent, c'était David Deluca qui raconte cette histoire qui m'a toujours fait beaucoup sourire, où lui a démarré en argentique et s'est planté sur un mariage, donc a mal réglé son appareil, donc toutes les photos étaient foirées, et a dû expliquer au client que j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que toutes vos photos sont ratées. La bonne, c'est que vous allez vous rhabiller et qu'on va les refaire.
Et c'était voilà, mais Le c'était cauchemar. oui, c'est dur, mais tu vois, c'est aussi une façon de fonctionner. C'était les risques du métier à l'époque, Ouais, et c'est vrai. c'est quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui, mais finalement, Ah, remarque, si, c'est arrivé à un photographe, je sais plus dans quel pays, il avait laissé son appareil numérique sur Electronic Shutter, ouf, donc oui, ouais, et il y a eu toutes ces bandes noires, ouais. tu sais, Oui, la ouais, fréquence lumineuse qui n'était pas la même que la fréquence de prise de vue, et du voilà. coup, ça fait des bandes colorées sur Ça les ça images. faisait des bandes. Je crois que c'était en noir et blanc. Il Mm. avait tout fait en noir et blanc. C'était toutes les photos à l'intérieur avaient ces bandes. Et ça, il y a rien à faire, hein. Ouais. Je suis Mm. sûr qu'un bon photoshopper doit pouvoir trouver une solution, mais bon, ça demandera tellement de Ouais, dis boulot donc, quel boulot. pour finalement pas grand-chose. Si je te demande ce que tu préfères faire comme image, c'est, disons que tu as 80 ans et que tu es en train de former la génération d'après, que tu dois sortir une image qui est ta préférée de ce que tu as fait dans ta vie. C'est quoi cette image? Hum, une que j'aime beaucoup, je l'ai faite à New York il y a peut-être 3-4 ans. Et c'est un couple. J'attendais un copain. J'avais 10 minutes et comme tout bon photographe, pendant ces 10 minutes, ils sont surtout à New York, hein, ils Ouais. sont très occupés à vouloir immortaliser la vie autour de moi. Et j'attendais à une station de métro. Donc j'avais posé mon appareil sur la rampe centrale. Il y avait un escalier, les gens montaient et l'autre descendait. Et j'attendais, je regardais les gens qui montaient, qui descendaient, avec mon appareil posé sur cette rampe qui est en premier plan, en flou en premier plan. Et d'un seul coup, devant moi, un couple, la femme descendait, l'homme montait, un jeune couple, se sont reconnus et se sont enlacés. Et le moment était tellement beau, mais ça, c'est l'émotion à l'état pur. J'ai trouvé ça tellement beau que j'ai même presque pas pensé à prendre la photo parce que j'étais tellement Tu as vécu le moment avec eux, quoi. j'ai vécu le moment et j'ai pris la photo et une fois que c'était passé, j'espérais vraiment qu'elle soit bonne parce que le moment était tellement beau, ça m'a tellement touchée et parce que bon, on est prêt, le photographe doit être prêt, doit savoir se servir de son appareil correctement, mais après il y a tout le côté chance qui joue un très grand rôle, et donc d'être là à ce moment et de pouvoir le documenter. Alors qu'est-ce que j'étais heureuse. Et là franchement j'aurais pu ranger mon appareil photo le reste de la journée, c'était pas grave, hein. Je savais que j'allais pas documenter quelque chose d'aussi spécial, en fait d'aussi qui m'a touchée autant pendant très longtemps. Tu Après savais ça. que ta photo réussie de la journée, c'était celle-là, quoi. Ah ouais, tout à fait, mais de la journée, peut-être de l'année. Pour moi, il y a toujours, tous les ans, il y a une photo qui va Qui surclasse les et autres. c'est pas toujours la photo qui va avoir le plus de succès sur réseaux sociaux, souvent. Généralement, non, parce que les gens, ils vont réagir à une belle silhouette. En fait, des silhouettes, c'est assez facile à faire, hein. Franchement, mais c'est toujours waouh. Voilà, les gens, ils voient une belle silhouette avec un sunburst, ils trouvent ça magnifique. Mais c'est beaucoup plus facile à faire que de capturer un moment comme ça qui est tellement bref et tellement spécial et tellement magnifique. Il y a plus de mérite, mais ça a pas ce qu'on appelle le wow factor en anglais. C'est comme les gens qui vont dire, on voit des chatons sur réseaux sociaux, tout le monde va vouloir voir tous les chatons magnifiques, ou des petits chats ou des chiens, plus que de la photo de rue. Ça intéresse beaucoup. Le public est beaucoup plus restreint, disons, hein. Faut déjà, il y a un côté artistique que les gens ne comprennent pas toujours. Donc le côté mérite d'une photo comme ça est tellement plus grand qu'une photo d'une silhouette ou de quelqu'un qui passe de l'ombre à la lumière. Bon, ça on peut faire ça tous les jours. Voilà. Que j'adore faire aussi, mais bon, j'ai pas la même satisfaction. Voilà. C'est de la technique. C'est plus de la technique que de. C'est plus de la technique, l'émotion. voilà. Ok. Si je te demande côté business, aujourd'hui, c'est quoi ta source de revenus principale? Les stages, puisque j'en fais généralement au moins 12 par an, dont plus de la moitié à l'étranger.
et des stages d'une semaine. J'en ai d'autres qui sont plus courts. Aux États-Unis, c'est des stages plus courts, c'est des stages de week-end à New York, Los Angeles, San Francisco. Mais puisque je réside en fait aux États-Unis, donc quand je pars en Europe, c'est 4 jours à 7 jours les stages, ouais. De temps en temps des plus courts à Paris parce que je suis à Paris très souvent. Mais généralement, oui, 4 jours minimum, des fois des week-ends, mais ouais. Donc ça, c'est mon activité principale et que malheureusement, je ne fais plus depuis quelques mois, mais ça va revenir. Je redémarre en avril 2021 avec impatience. Mais voilà, et puis bon, j'écris, j'ai pas mal de bouquins qui se vendent tous les jours. Quand on est the one woman show, comme on dit, il faut pouvoir avoir plusieurs sources de revenus, en fait. Parce que il peut se passer quelque chose comme ça. Pardon ? C'est à l'américaine, t'es complète, en fait. Là-bas, Ouais. les acteurs, ils savent chanter, ils savent danser, ils savent jouer la comédie. C'est le show, quoi. Il faut savoir tout faire. Tout à fait. Mais ça, c'est peut-être l'influence parce que je vis aux États-Unis où on n'a aucune protection, on est vraiment obligé de. Il y a une pandémie et tant pis pour toi. Hein. Ouais. T'as plus de boulot, tant pis pour toi. Il n'y a pas quelqu'un qui va te donner un chômage technique parce que tu es obligé de rester chez toi, où il y a plus de clients, où il y a plus de stages. Moi, tant que les lignes aériennes réouvrent pas. Que les Américains peuvent pas retourner en France ou en Europe ou dans le monde entier, moi je peux pas travailler. Donc c'est comme ça. Hein. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire plein de choses. J'enseigne en ce moment, je donne beaucoup de présentations pour des conférences et des clubs photo dans le monde entier. Parce que tout le monde est en ligne, donc il faut savoir s'adapter. Et je donne aussi mes propres cours en ligne. Il faut savoir s'adapter. Et c'est pour ça que tout ce qui est revenu passif, en fait, on dit en anglais passive income. On dit ça en français aussi. On dit ça en français aussi. C'est devenu. Alors, on disait pas ça en français jusqu'à ce que les Américains commencent à influencer l'éducation en ligne. Mais maintenant, revenu passif, c'est devenu. Ah oui, mais c'est tellement important pour tout artiste qui gagne sa vie avec son art. C'est hyper important. C'est clair. À des années comme cette année, oui, en effet, c'est important. J'ai écrit 3 livres depuis le mois de mars. Bon, ça... On se demande où tu as trouvé tout ce temps. Je voyage, moi. C'est marrant parce que généralement, mes bouquins, je les écris dans les avions. Alors là, il a fallu que je change de méthode. Alors, tu disais tout à l'heure que tu as été photographe commercial. Justement, comment mentalement s'est passé le switch en fait vers la street photographie, vers la photo documentaire, vers la formation? C'est à quel moment tu t'es dit je peux lâcher complètement le côté commercial, parce que finalement sortir faire de la street photographie, moi je sais que c'est dans mon esprit, c'est pas quelque chose de productif, c'est pas quelque chose qui génère un revenu, donc c'est un peu difficile à admettre quand tu es photographe commercial d'aller faire des photos qui ne te rapportent pas directement de l'argent. Oui, c'est vrai. C'est vrai, et puis généralement on devient. C'est pour ça que je te dis, je suis plus photographe professionnel dans le sens du terme où je vends pas de photos à des clients. Si je vends des photos à des collectionneurs, mais je vends pas, je fais pas de la photo pour des clients. Je vends de la vision et de l'inspiration en fait. Et donc la photo, je la fais pour moi. Mais le jour où c'est vrai que j'aimais ce que je faisais. Je travaillais pour des clients, j'avais établi un bon business. Mais du jour où j'ai commencé à enseigner, et j'avais enseigné, en fait, j'ai une formation d'enseignante au tout départ. Et donc, dès que j'ai commencé à enseigner quelque chose pour lequel je suis aussi passionnée, il y avait plus rien d'autre qui comptait, en fait. Ça a été mon oxygène. Et alors, d'arrêter la photographie commerciale, ça a été hyper facile. Et franchement, j'ai jamais regretté. J'ai largué tout mon matériel, tout, du jour au lendemain. Et puis c'était après de savoir dire non. Quand un client, un bon client, me demandait tiens, on a un hôtel à photographier et tout ça. J'ai dit non, ça je le fais plus. Et c'était au début, je vais le faire, je vais encore en faire un. Et puis j'ai vendu tout mon matos exprès pour pouvoir dire non, parce que à mon avis, il faut savoir dire non, et il faut savoir ce qu'on veut. Et moi, ce que je voulais, c'était de parcourir le monde avec des gens qui ont la même passion que moi.
Et voilà, maintenant c'est ce que je fais à temps plein normalement, en temps normal. Et puis voilà, j'ai jamais regretté. Et c'était pas pour l'argent. Je travaillais avec j'avais de bons clients, je gagnais bien ma vie. Mais bon, tout n'est pas l'argent, c'est pas tout, ça fait pas le bonheur. Hein, mais ça, c'est vraiment, c'est vrai. C'est marrant parce qu'à t'entendre, alors peut-être parce que moi je suis dans une position qui est justement que je suis encore dans le monde du client et des choses comme ça. À t'entendre, j'ai plus l'impression que c'était un soulagement qu'un lâcher prise en fait. Bah, c'est-à-dire que j'ai vécu mon rêve. Et c'est pas facile de vivre son rêve. C'est sûrement la chose la plus difficile que j'ai jamais fait. Mais et si c'était facile, tout le monde le ferait d'abord. Et donc vivre son rêve, ça va demander un effort incroyable, ça va demander un travail, c'est sans relâche. Mais bon, je suis tellement bien dans ce que je fais, je suis tellement heureuse que le reste, ça suit. T'as pas eu ce moment inquiétant en fait en te disant qu'est-ce que je suis en train de faire quoi? C'est ça, c'était plus ça ma question. Du tout. Ah non, moi de toute façon, je suis très déterminée, donc quand je veux faire quelque chose, je le fais. T'as décidé d'évoluer quoi. Voilà, complètement. D'un point de vue, alors pas financier, pas de ton business, mais d'un point de vue plus personnel, ça t'apporte quoi les workshops? Ça t'apporte quoi d'animer des workshops? Ah ben vraiment, c'est là que je me sens sûrement le mieux. Je suis complètement dans mon élément. Je fais ce que j'aime en partageant avec d'autres. Et puis vraiment, il y a le côté aussi camaraderie. En fait, on dit en anglais d'ailleurs ce mot camaraderie, je trouve ça très bien en anglais, c'est un mot français, d'un workshop. En fait, c'est une grande famille. Au bout d'un week-end, on passe des heures et des heures ensemble à rire, à photographier, à manger, à boire. Il y a ce partage qui est fantastique. Et c'est pour ça que je vois des stagiaires workshop after workshop en fait dans des pays nouveaux et j'ai eu des stages qui sont remplis de à 100% de stagiaires qui avaient fait d'autres stages avec moi, qui m'ont demandé tiens, on a envie d'aller là ou on a envie d'aller là, tu peux nous mettre ça, tu peux nous faire ça. Je dis ouais, pas de problème. Moi, je peux enseigner partout. Quand je suis dans une ville que je connais pas, je retiens les services d'un photographe que je connais qui est sur place. Et c'est comme ça que j'ai découvert plein de villes. Et il faut que le côté logistique, en fait, quand je suis en workshop et que je suis dans la rue avec mes stagiaires, je veux pas avoir à regarder Google Maps. Hein. Moi, il faut que quelqu'un me guide. On a l'itinéraire. Je vais pas dire non, c'est pas le bon métro ou non, c'est pas non, il fallait qu'on tourne à gauche. Non, ça, je veux pas m'occuper de ça. C'est pour ça que j'ai toujours un fixeur, t'as un local qui fait c'est le quelqu'un sur qui je peux compter jusqu'à ce que je connaisse la ville assez bien. Bon, à Paris, j'ai pas besoin, mais quand j'étais à Lisbonne, pour la première fois, j'avais quelqu'un qui va revenir d'ailleurs, parce qu'il y a aussi le côté culturel qui est sympa. D'avoir quelqu'un vraiment du coin dans un stage, c'est sympa. J'ai l'impression que tes workshops, en fait, c'est un échange quelque part avec tes stagiaires. Est-ce que le fait de devoir peut-être formaliser un petit peu je veux pas dire ta méthode, mais formaliser un petit peu ta façon de faire, pour l'exprimer, t'aide également à toi faire les choses un peu plus précisément, un peu mieux? Oui, peut-être. Et c'est vraiment moi le but en fait, c'est d'enseigner à mes stagiaires en fait de déclencher avec leur cœur et pas avec leur tête. Je crois qu'on pense trop en fait, on réfléchit trop et on loupe plein de choses en fait. Il faut vraiment devenir spontané et réagir à une situation spontanément. Donc et ça paraît tellement bizarre à dire et pas facile à enseigner, mais je crois que quand je suis avec mes stagiaires et que je fais de la photo dans la rue avec eux toute la journée, je crois qu'ils arrivent à comprendre. Ah oui, en effet, on analyse trop, on essaye de faire trop bien. En fait, la photo de rue, c'est pas la perfection, c'est l'émotion. Donc, si c'est trop parfait, il y a quelque chose qui va manquer. Donc, c'est vraiment réagir, c'est vraiment déclencher avec son cœur. D'accord. Et ça paraît assez
je suis sûre qu'il y a des gens qui vont écouter ça, qui font pas de photo de rue, ils vont pas du tout comprendre ce que je veux dire. Mais s'il y a des photographes qui font ce genre de photos et qui réagissent à une lumière, à une émotion, ils vont tout de suite comprendre. Donc faire passer ça à des stagiaires, c'est ça j'adore. Et ça je le vois tout de suite quand ils comprennent. C'est ce moment où d'un seul coup il y a le déclic. Ils arrivent à se servir. Ils voient la lumière, ils voient le moment et tout ça, c'est beau. Si je te demande quelle est la place de la communication dans ton travail, j'ai vu que tu es extrêmement présente sur Internet, sur les réseaux sociaux, que tu participes à plein de sites, que tu as manifestement écrit pas mal d'articles sur des sites tiers. Qu'est-ce que tu vois, tu as le podcast également, on en a très peu parlé, étonnamment d'ailleurs, parce que c'est un sujet qui devrait justement nous rassembler quelque part, mais tu as le podcast, tout ce travail que tu fais en parallèle de ta photo, ça t'apporte quoi? Tout ce que je fais, moi, c'est vraiment pour le plaisir. Donc, le podcast, contrairement à plein de photographes qui font un podcast pour se faire un public, moi, j'ai tout fait à l'envers, en fait. Mes stages se remplissaient déjà depuis 3 ans, d'année en année. Et j'ai décidé de faire un podcast que mes collègues qui font des podcasts depuis plus longtemps que moi m'ont dit, mais t'es complètement dingue, c'est un boulot monstre, et puis tu vas te lancer là-dedans, alors que t'as pas besoin de ça pour vendre tes stages. Mais moi, j'avais envie de faire pour le plaisir d'échanger avec des photographes comme on fait tous les deux en ce moment. Ouais. Et donc, j'ai fait ce podcast pour ça. Pas pour faire ma pub. C'est très rare d'ailleurs que je me serve de mon podcast pour faire la pub. Si, quand j'ai un bouquin qui sort ou quelque chose comme ça, j'en parle, mais c'est assez rare. C'est vraiment le plaisir d'échanger, puis de donner, d'offrir aux gens de l'inspiration gratuitement. C'est beau. Ça t'a fait évoluer de discuter autant avec des photographes? Ah oui, j'aime beaucoup, et puis j'ai beaucoup appris. D'ailleurs, je peux pas écouter ma première émission c'est bien 8 ans maintenant. L'horreur, je savais pas m'interviewer les gens. Mais bon, on apprend, et puis on apprend en faisant. On apprend en faisant, et puis en étant soi-même, on peut pas se tromper en fait. C'est clair. C'est la façon la plus facile d'être. Mais je te rejoins sur 2 choses. La première, c'est que c'est un travail titanesque de faire un podcast. On s'en rend pas compte. Moi, j'avais pas réalisé avant à quel point on pouvait passer du temps parce qu'il y a l'enregistrement, il y a le montage, il y a tout ce qui va autour, parce que ça se fait pas tout seul. Il y a les sites, les articles à préparer, la préparation de l'interview qui prend un temps fou. Et au final, un podcast, faut surtout pas le faire pour de l'argent. Faut vraiment en tirer. Ça va t'en coûter, oui. Faut vraiment, oui, c'est ça. C'est pour dépenser de l'argent, tu peux faire un podcast, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais par contre, c'est vrai qu'en termes de rencontres, en termes d'inspiration, en termes d'échanges, c'est quelque chose d'extrêmement riche. Et pour ceux qui écoutent, c'est une chose déjà, parce que l'idée, ça reste quand même d'apporter aux gens qui écoutent des choses. Mais pour nous qui le faisons, moi, je sais que j'en ai tiré des choses extraordinaires et que je fais plus les photos de la même manière aujourd'hui que ne serait-ce qu'il y a 1 an en arrière quand je l'ai commencé, quoi. Ah oui, moi j'ai beaucoup appris. J'écoutais, j'étais un junkie des podcasts avant de démarrer le mien. Mais bon, maintenant j'en écoute beaucoup moins d'ailleurs parce que j'ai pas le temps. Quand t'as la tête dedans tout le temps aussi, t'as pas forcément envie d'écouter ceux des autres. Mais bon, c'est vrai que j'ai beaucoup appris par les podcasts. Ouais. Et je trouve ça c'est bien. Bon, il y en a beaucoup maintenant. Il y a l'embarras du choix. Mais c'est la première fois que je suis j'enregistre en français. Je suis invitée dans des podcasts très très régulièrement, mais c'est toujours en anglais. Donc merci. Ben voilà, écoute, Ouf, j'espère que c'est le premier d'une longue série. Oui. Maintenant que je sais que je peux parler d'une façon semi-cohérente en français de la photo. C'est plus que semi-cohérent, sinon on serait pas en train de discuter depuis 1 heure. Depuis 1 heure, j'aurais coupé vite et puis j'aurais trouvé une excuse pour pas le diffuser. Si je te demande, ça n'appelle pas de chiffres, mais si je te demande, est-ce que tu gagnes bien ta vie aujourd'hui et combien de temps tu as mis à en arriver là? Oui, je gagne bien ma vie parce que je diversifie beaucoup et puis d'année en année, en fait, je gagnais bien ma vie avec des clients les 10 premières années de ma carrière, et puis maintenant ça fait 10 ans que je fais des stages et je gagne bien ma vie. Et puis bon, il faut pouvoir parer à tout, comme cette année. J'ai jamais annulé un stage.
pendant 9 ans, jamais. J'ai jamais annulé un stage parce qu'il n'y avait pas assez de participants, quoi que ce soit, jamais. Et d'un seul coup, boum, je suis obligée d'annuler à cause d'une pandémie. J'avais pas pensé à ça. J'avais pensé à plein d'autres choses, mais j'avais pas pensé à la pandémie. Donc, et puis annulé pendant 13 mois quand même, parce que je reprends pas avant avril. Et il faut pouvoir. C'est pour ça qu'il faut être prêt à se lancer dans plein de choses. Mais cela dit, je serais pas retournée faire de la photo pour des clients. On m'a demandé déjà. C'est marrant parce qu'on m'a demandé cet été. Et je dis non, je fais plus ça. Je fais plus. Et sans regret, vraiment sans regret. Ça aurait été une régression. C'est-à-dire que puis j'ai pas le cœur à ça en fait. On fait du bon travail quand on le fait à 100% et qu'on se sent bien. Et franchement, d'aller travailler, aller faire de la photo pour un client aujourd'hui, une photo d'un hôtel par exemple, ou photo pour un restaurant, mais ça ne me dirait rien du tout. J'ai envie de le faire pour moi, mais pas pour quelqu'un d'autre. Voilà. Je dis souvent, mais je pense que c'est des pires choses que naissent les meilleures opportunités. Et finalement, ça aide certainement pas mal aussi à faire le ménage, cette période très bizarre, très nulle, où on se retrouve dans des positions pas confortables. Mais finalement, des fois, de ne pas être confortable, ça aide à faire des tris et des choix et de se rendre compte qu'il y a des choses qu'on n'aime pas, mais qu'on les fait parce qu'on se croit obligé de les faire et finalement, on n'est peut-être pas obligé de les faire. C'est vrai. Et puis bon, c'est vrai aussi que j'ai fait plein d'autres choses que j'aurais pas eu le temps de faire. Par exemple, ça fait des années qu'on me demande de participer à des conférences en ligne ou de présenter pour des clubs photos ou des photography society, comme on dit. Et j'avais jamais le temps. J'étais toujours toutes les 3 semaines, j'ai le pied dans un avion, donc entre mes stages. Avec le boulot à rattraper dans le bureau, la paperasserie, tout ça, j'avais pas envie de passer en plus du temps à présenter en ligne pour des clubs photos dans le monde entier. Maintenant j'ai le temps et j'en fais plein et c'est sympa. En fait, je trouve ça vraiment sympa. Alors justement, on parle de la pandémie et donc des pires périodes de nos vies à tous. Si je te demande quel est le pire moment de ta carrière? C'est vraiment, on a parlé de ça tout à l'heure, mais c'est vraiment le jour où j'ai dû annuler mon premier stage et puis les stages qui ont suivi et il y en a plusieurs qui se sont reportés en fait d'1 an. Mais oh là là, ça m'a déjà c'était au mois de mars, donc annuler le mois d'avril, ça a été une décision difficile et j'ai voulu le faire assez tôt parce que je voulais pas que les gens soient laissés dans l'embarras avec leurs billets d'avion, tout ça. Et puis après le mois de mai, et puis le mois de juin, et puis le mois d'août, et puis toute l'année y est passée et ça a été très très dur parce que vraiment c'est un peu mon oxygène en fait, les stages. Mais bon, c'est comme ça. Et puis, mais ça va faire 10 ans que je suis non-stop. Peut-être que j'avais besoin de cette année pour ralentir un petit peu, pour faire le point, prendre un peu de. Ouais, j'ai vraiment. C'est vrai que les voyages, c'est difficile. C'est difficile d'avoir un décalage horaire 12 fois par an. Mais peut-être que j'avais besoin de faire une pause. C'est des pires moments que naissent les meilleures opportunités. Voilà. Par opposition, c'est quoi le meilleur moment de ta carrière? Moi, c'est à chaque fois que je fais un stage, c'est de voir mes stagiaires apprendre, évoluer, ça j'adore, et puis découvrir une nouvelle ville avec eux ou de leur faire découvrir des endroits que je connais bien. J'ai mes stages à Paris que je change souvent les itinéraires parce qu'il faut que je me fasse plaisir à moi aussi. Mais j'ai aussi un stage d'1 semaine en Normandie où je suis née, où j'ai vécu toute mon enfance, et de leur faire découvrir ce terrain d'enfance, en fait, j'adore. C'est un stage d'1 semaine et ça, je pensais pas avoir autant de plaisir, en fait, à faire découvrir aux autres qui viennent du monde entier, viennent d'Australie, viennent d'un peu partout pour découvrir la Normandie et de leur de partager avec eux. Mais des histoires d'enfance aussi. Il y a vraiment ce côté personnel. Ça, j'adore. C'est ta Madeleine de Proust. Voilà. Et en plus, je suis à Cabourg. Alors franchement, on peut pas être.
Madeleine de Proust. Voilà. Je suis pas sûr qu'il y ait un équivalent. Non, je crois pas. Mais c'est vrai que oui. Étant mon stage de Normandie est basé à Cabourg et au Grand Hôtel Cabourg. Alors en parlant de Marcel Proust, on peut pas faire mieux. Vraiment bravo, clair, hein. Julien, sans le savoir là. Oui, je savais pas que c'était Cabourg, mais je connais bien du coup fort. L'hôtel Cabourg et je connais bien le Grand Hôtel de Cabourg. Dernière question de l'épisode. Oui. Qui me recommanderais-tu pour un prochain épisode? Écoute, je vais te recommander un bon copain à moi qui est également qui se sert de Fuji également, comme moi. D'ailleurs, il a le même appareil que moi, entre autres. Je crois qu'il en a plus que moi, d'ailleurs. Il s'appelle Björn Merman. Il est belge, mais je sais qu'il parle français, donc j'espère que tu pourras l'interviewer. Il habite... par contre, il habite à Dubaï. Il est pilote, mais il fait plein de photos. Il fait de la photo de rue, mais vraiment ce que j'adore dans son travail, c'est sa photo aérienne. Et ça, il a un avion personnel et il fait de la photo de son petit avion. Oh, c'est génial. Il fait aussi de la photo avec un drone qui est très belle, mais c'est pas pareil. Quand on fait de la photo avec un drone, je sais pas, j'en fais pas, mais c'est presque comme si c'était pas toi qui la faisais la photo, puisque t'es pas directement derrière l'appareil photo. Mais ce qu'il fait quand il est dans son petit avion, c'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. Donc la photo aérienne de Björn Merman. Ok, le nom est noté. Je m'entends bien avec les Belges. On a eu Joël qui nous a présenté. D'ailleurs, merci Joël. On t'a même pas remercié de nous avoir présenté avec Valérie. Ah oui, Joël, cet épisode vous est amené par Joël Verbrugge, qui a toujours eu une bonne influence sur le podcast et sur les invités. Et franchement, merci beaucoup Joël de nous avoir présenté. C'est grâce à toi cet épisode. On aurait pu commencer par ça. Je tiens à dire que un de mes livres a été traduit en français et est maintenant disponible en France. Donc c'est le premier qui a été traduit en français d'ailleurs, pas par moi, mais je suis en train de traduire le suivant d'ailleurs parce que ça fait tout bizarre de lire un livre dans ma langue maternelle mais qui n'a pas été écrit par moi. Alors justement, c'était ma question suivante, c'est où est-ce qu'on te retrouve et quelle est ton actualité ? Alors voilà, je vais en parler. Ça s'appelle Photographie de rue, développer un regard créatif derrière l'objectif. Et il est disponible en librairie française là depuis quelques semaines. Donc si vous lisez pas l'anglais, je vous le conseille. Sinon, valeriejardin.com, tous mes bouquins et mes e-books sont là, ainsi que le podcast Hit the Streets et puis tous mes blogs. Je mettrai tous les liens dans les notes d'épisode. Je terminerai par une petite question que ça m'inspire, ce que tu viens de dire. Est-ce que tu as l'impression d'avoir retrouvé ta voix française ? Un petit peu. Enfin, je parle français tous les jours, mais jamais en photo. Donc là, ça m'a fait plaisir parce que... Parce que là, tu as ton livre qui sort en français, tu fais un podcast en français, on se découvre en français quelque part, bientôt un blog en français, un post Instagram en français. C'est le manque de temps en fait, c'est le manque de temps. Mais là, j'ai un nouveau bouquin qui vient de sortir chez Rocky Nook, qui est d'ailleurs déjà parti en traduction en Allemagne. Et là, je suis en train de le traduire en français parce que là, j'ai vraiment envie, de le faire et j'ai un peu plus de temps. Et c'est 75 exercices pour photographe de rue. Donc celui-là, il est disponible déjà en anglais, mais il sera disponible en français l'année prochaine. D'accord, je vais me procurer en anglais. Je vous ferai un petit article sur ce livre-là très prochainement parce que c'est un peu mon nouveau sujet depuis qu'on a discuté la première fois, parce qu'on a déjà discuté préalablement à l'enregistrement de cet épisode quelques jours avant. Je me suis remis justement à la street photographie et du coup c'est devenu mon occupation, ma façon de continuer à faire des photos pendant le confinement. Écoute, ça serait dommage. T'es à Paris, il faut en profiter. C'est la plus belle ville du monde. Moi, je suis très casanier de ce point de vue-là. Je suis très heureux d'être en bas de chez moi. Et tu vois, le projet de street que j'ai repris, justement, c'est ça. C'est 1 heure, 1 kilomètre. Donc, j'ai le droit de sortir 1 heure à 1 kilomètre de chez moi. Et finalement, est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin que ça ?
Exactement. Encore, c'est l'imitation. Mais écoute, je serai à Paris, j'enseigne au mois de mai. Bah, je t'invite à passer une journée de stage avec moi et mon petit groupe. Avec grand plaisir. J'allais te proposer de boire un café au moins ensemble, mais on va... Ah ouais, non, mais tu viens passer la journée. Moi, j'aime bien avoir des Parisiens, des invités, des copains, des copines parisiens qui viennent dans mon stage parce que déjà, je découvre toujours un nouveau quartier aussi. C'est sympa. C'est clair. Bah écoute, on va s'organiser ça hors antenne. On va laisser les auditeurs ne pas les mêler à nos discussions perso. Merci beaucoup Valérie d'avoir participé à cet épisode. Merci Julien, puis, à bientôt. Du coup, on se voit dans les quelques mois qui viennent. Oui. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast, c'est important et ça aide beaucoup à notre visibilité. Vous pouvez également aller sur le blog Dans l'œil du photographe à l'adresse www.dlodp.fr. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode dans l'œil d'un nouveau photographe. Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini. Ok.